Alors, bonjour Marie. Alors, aujourd'hui, on reçoit Marie Lafaille, donc une artiste plasticienne bien de chez nous. Alors Marie, on est voisines en fait. Oui, tout à fait. Alors, on n'a jamais pu vraiment se voir parce qu'à chaque fois, on me dit que tu cours dans les hautes altitudes, de refuge en refuge. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour toi ? Oui, l'été, je pars en refuge faire des saisons. Je suis aide-gardienne. Quand je suis en saison en refuge, je vais aussi un peu garder les brebis avec des bergers-bergères. Et effectivement, je suis de la région. J'ai grandi aux alentours de Gap. J'ai un papa qui était alpiniste, Jean-Christophe Lafaille. Et donc, la montagne a toujours été très présente. Et dans mon histoire personnelle et dans les endroits que j'arpente. Cependant, je suis partie pendant une assez longue période, pendant 13 ans. Et là, depuis un an, je suis revenue dans la région. Mais même en étant partie constamment, j'avais ce besoin d'aller travailler l'été en refuge. Et parce que c'est dans ces espaces de mouvement, en fait, je m'intéresse beaucoup aux transformations de paysages. Donc, et à des zones d'érosion, aux falaises qui se fragmentent. Je parcours pas mal des éboulis et j'ai un travail très minéral où surgit dans mes pièces des notions de mémoire, mais dans du minéral. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu es une artiste plasticienne spécialisée dans la sculpture ? J'ai cru comprendre aussi que tu transformais les matériaux naturels. C'est oui. Ça ? Oui, j'ai toute une partie de collectage, on pourrait dire. Donc, pour moi, la marche est très importante dans mon processus de création. C'est un peu le moment où je suis ébranlée par tout ce qui se passe autour de moi, où je m'infuse dans les espaces et où j'ai des temps d'écriture, beaucoup. Des écritures que je montre pas forcément, qui sont plus des choses dans lesquelles après je vais puiser des idées, des formes. Et dans ces marches, je récupère également des matériaux qui ont du sens pour moi. Par exemple, il y a des pièces que je présente à l'exposition là, actuellement à Serres, qui sont des pierres éventrées. C'est des pierres que j'ai récupérées dans des coupes rases sur le plateau de Millevaches. J'habitais là-bas auparavant et j'avais fait une résidence au centre d'art de Vassivière. Et donc, j'ai récupéré ces pierres ouvertes, qui sont comme des pierres puzzle, dans des ornières, des ornières, donc des traces d'abatteuses. Parce que j'étais très marquée par les paysages apocalyptiques qui étaient créés par les machines. Et j'ai aussi puisé dans toute l'histoire de ce paysage qui avait été beaucoup transformé, où c'était un paysage de lande où on a planté beaucoup de pins Douglas, donc qui vont aussi pomper dans les sols et pour répondre à des besoins pour la sylviculture. Et donc voilà, il y a des va-et-vient entre les archives de l'histoire des lieux et les pièces. Je me suis un peu égarée, je crois. Non. On a évoqué tout à l'heure l'artiste comme aussi une manière de résister, de dénoncer. Là, du coup, avec l'exemple que vous venez de citer avec ces ornières, pour vous, quel est votre message ? En fait, c'est des questions que je me pose vraiment fréquemment. Dans le sens où j'ai besoin qu'il y ait du poétique dans ce que je fais, beaucoup. C'est quelque chose qui peut, je pense, se ressentir dans l'œuvre que j'ai installée suite à ma résidence qui va faire partie du Sentier d'Art. Et en même temps, il y a aussi du politique qui s'entremêle forcément. Mais, j'aime bien m'appuyer beaucoup sur un réalisateur chilien qui s'appelle Patricio Guzmán et qui a fait dans un de ses réalisations documentaires qui s'appelle La Cordillère des Songes, que je trouve très poétique. Enfin, j'aimerais vraiment l'apport qu'il amène ça résonne en moi sur mon rapport aux espaces, mon rapport à la roche, au sol. C'est-à-dire qu'il met en
en perspective des images très bruyantes, des images très violentes de la révolution face au coup d'État de Pinochet qu'il y a eu au Chili. Et il les met en parallèle avec des images de la cordillère des Andes, qui sont des images très silencieuses, où il y a cette montagne qui est comme immuable. Et en fait, à un moment, il dit cette phrase, il dit « La cordillère aura vu toutes nos révolutions ». Et donc, je crois que dans mon travail, il y a vraiment cette notion de temporalité humaine et temporalité géologique qui s'entrecroisent. Et c'est faire état aussi d'une mémoire qui est en disparition ou qui tente à disparaître. Et je suis très percutée par la question écologique. Et c'est vrai que dans la pièce que j'ai proposée, qui va être sur le sentier d'art, ça parle aussi de ça, ça parle de la sécheresse, qui est une forme de fossilisation, mais de quelque chose qui existe, mais qui tente à se modifier, disparaître. Là, j'ai vu que vous exposiez à la Maison Roche et Place du Tricot. Oui. Les deux lieux, c'est sur le même élan artistique que vous avez investi ou... Alors, Place du Tricot, donc c'est une œuvre qui est vraiment dédiée au Sentier d'Art, au village de Serres, mais c'est une composition dans l'espace, donc une installation artistique qui est faite avec différents fragments de pierre. Donc il y a toujours, cette notion de mémoire qui transperce la pierre, qu'on peut retrouver aussi dans certaines pièces de l'exposition. Mais dans l'exposition, on va plus être dans ce milieu vraiment de la montagne, ces histoires d'éboulis. Et il y a beaucoup dans mon travail l'idée de faire avec la poussière. Enfin, c'est quelque chose qui est très présent plastiquement et qui aussi apparaît dans une intention ou dans un questionnement. Donc face à tout ce qui se passe autour de nous et c'est comment créer à partir des ruines, à partir de la poussière. Enfin, c'est quelque chose qui est... Alors on ne peut s'empêcher de penser à quelque chose de très vertigineux quand on pense montagne, rocaille, des terrains glissants aussi. Surtout ici. La géologie des Hautes-Alpes, elle est quand même assez extraordinaire. Il y a toute une histoire. Mais moi, j'ai une question qui est assez fondamentale, assez basique. Mais comment t'es venu depuis quand tu as été fasciné? À quel moment, en fait, tu t'es intéressé à la géologie? En plus, c'est de la grosse géologie. C'est pas le petit caillou de la rivière, quoi. C'est vraiment des grands espaces. C'était venu comment? T'as une enfance, à un moment comme ça, t'as eu une randonnée, un voyage, un cadeau, un petit galet, ou en faisant des ricochets? Alors, moi, mon papa, il s'est entraîné en parcourant la montagne, il habitait vers Chamonix. Et les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est quand on partait ramasser des pierres, parce qu'il avait tendu des cordes pour aller dans des endroits où il y avait justement des cristaux, etc. Donc j'allais un peu à la chasse aux cristaux enfant avec mon papa. Oui, les petites gemmes, les quartz, voilà. Et tout ça. Et donc je ramenais un peu j'ai toujours ramené des petits fragments de pierre. Et après, j'ai toujours essayé de fabriquer avec. D'ailleurs, avant d'être artiste, j'étais bijoutière. Donc j'avais fait vraiment un métier où j'apprenais à travailler le métal et à sertir ces fameuses pierres. D'accord. Ah oui, un peu de forge. Voilà. Ah. Et donc, je dirais que c'est venu... Enfin, ça a toujours été cette fascination pour la pierre. Et puis, je taille d'ailleurs la pierre maintenant. Je suis partie en Finlande pour apprendre à tailler la pierre. Et la montagne a toujours été présente dans ta vie. Dans ma vie, oui. Moi, enfin, plus trop là tout de suite, mais j'ai fait quand même de l'escalade. Donc il y a aussi ce rapport physique, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, ce rapport physique au rocher, ce frottement en fait physique. Je parlais de la question de l'érosion qui est très présente dans mon travail, mais en fait, dans mon exploration du territoire, elle est aussi très 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 là. C'est marrant, j'ai pas pu m'empêcher de penser au petit poussé. Oui. Voilà, celui qui ramasse les cailloux, qui les sème. C'est tout un cheminement en fait, genre petit poussette que vous semez dans votre parcours d'artiste. On m'a dit que vous aviez travaillé aussi un peu sur le thème de l'eau. Oui. Est-ce que vous pourriez... Pour moi, l'eau, la pierre, en fait, quand je parle aussi de
ces falaises qui s'ouvrent. Voilà, comme je crois que c'était il y a 2 ans, il y a eu les gros effondrements au Pelvoux. Il y a eu, en fait, c'est constant. Il y a la phase des Drues qui, quand même, depuis plusieurs années, a pas mal. Enfin, il y avait eu pareil, j'ai une très mauvaise mémoire des dates, mais une grosse partie de la phase qui s'était décrochée. Moi, tous les étés, quand je travaille en montagne, je suis face à voilà, des moments où d'un coup on entend un gros crack et en fait il y a tout qui s'effondre face à nous. Et pardon, j'ai perdu le fil. Non, mais je vous suis. C'est vrai que ces dernières années, on voit beaucoup effectivement les effets du réchauffement, le permafrost qui font. Oui, voilà. Et donc, pour moi, il y a forcément un rapport à l'eau avec cette question du permafrost. Et donc l'eau, elle prend quelle symbolique? Je veux dire, c'est celle qui taille, c'est celle qui se sépare, c'est celle qui maintient, c'est celle lâche, qui transforme. Et en même temps, je parle de l'eau et elle est jamais présente dans ce que je fais. C'est-à-dire que c'est l'eau qui est évoquée, mais je travaille pas avec le matériau eau. C'est plus, ça va plutôt être, oui, parler de son absence. Enfin, il y a beaucoup la trame de la disparition qui est quand même très forte dans ce que je fais. Mais de la disparition qui crée autre chose. C'est pour ça que je parlais de faire à partir de la poussière ou voilà, l'idée de construire dans les ruines. Enfin, j'avais vu dans un livre de Wendy Delorme qui m'avait beaucoup touchée, qui s'appelle Viendra le temps du feu, et où en fait, face à, c'est post-apocalyptique, mais c'est un groupement de femmes qui, face à une société qui collapse complètement, fait société ailleurs et autrement, et se rapproche de la nature et apprend, enfin voilà, une démarche un peu de réapprendre en fait à lire le territoire. Et il y a une phrase qui dit comment habiter nos ruines, et aussi par rapport à tout. Pardon, le micro. Je parle avec mes mains. Par rapport à tout ce qui passe. Voilà, en tant qu'artiste, on est forcément ébranlé, enfin, comme tout le monde, en fait, toute personne qui vit, mais on est ébranlé par ce qui nous entoure et on le remet dans notre travail. Mais c'est vrai que moi, je crois qu'aussi faire de l'art et travailler à l'atelier, dans des gestes aussi qui sont très répétitifs et qui deviennent presque méditatifs, tailler de la pierre, faire du fil avec de la laine que j'ai récupérée chez des éleveurs pour venir la crocheter. Enfin, il y a quand même une lenteur de travail. Ça me met aussi, moi, ce travail-là un peu en méditation. En méditation, et puis je prends un recul avec des choses qui peuvent m'angoisser et dans ce qui m'entoure, quoi. C'est une question que j'avais aussi en tête, parce que lorsque toi, avec donc, ton regard, en ayant vu donc des paysages naturels, et même à travers ton travail sur la pierre, tu es déjà témoin de l'érosion, tu es déjà témoin de leur transformation. Alors, tu crées une sculpture en pierre, là c'est intemporel, ça c'est assez éternel. Est-ce que maintenant tu as déjà un regard nouveau sur ce que tu as pu créer, ou d'ailleurs sur des paysages que tu as pu voir à travers le monde? Revoir une falaise, les paysages changent, tous les matins du monde sur son retour. Donc, et l'idée de voir la même montagne le lendemain, on sait qu'elle a déjà changé. Est-ce que tu es témoin maintenant, ou tu as déjà eu ce témoignage au fond de toi de dire c'est la même montagne qu'il y a 3 ans, mais il manque un caillou, par exemple? Ah, mais tout le temps. Même dans ton travail, ceux qui travaillent la pierre, c'est quand même dingue de voir des sculptures. On le voit sur de grands monuments, mais il y a 800 ans, des gargouilles sont plus les mêmes qu'il y a 800 ans. Donc, t'es déjà un peu témoin de ça? En montagne, énormément. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait une résidence artistique dans l'été à Angoulême, donc j'ai pas pu partir travailler en refuge. Et en fait, en 2 ans, sur ce laps de temps-là, tout bouge très très vite, quoi. Et la montagne, d'autant plus, il y a des refuges qui ferment, et ça de plus en plus. Le refuge du Célé, il est encore fermé avant la date de fermeture, parce qu'il n'y avait plus d'eau. En fait, on est quand même... je dirais qu'en hauteur, en altitude, tout se joue beaucoup plus vite. Et les glaciers, la fonte des glaciers, elle est quand même visible de manière très forte. Et moi, c'est vrai que mon papa était à Chamonix. Je me rappelle avoir été petite à la mer de glace. Et j'ai 30 ans, donc du haut de mes 30 ans, en fait, c'est réellement des paysages où glacer des bossons, etc. Enfin, c'est des paysages où j'ai l'impression que cette temporalité géologique humaine dont je parle, en fait, elle est
Enfin là, elle est très rapide, quoi. La temporalité géologique devient rapide. Enfin, je sais pas comment le dire. On est témoin on est témoin plus rapidement de ce que le monde, de ce que le paysage en fait prend plus de forme, de plus en plus vite finalement. Ouais. Après, je pense que c'est aussi le regard, c'est-à-dire l'attention qu'on met. Ouais. Et ceux qui s'en concentrent, ceux qui sont peut-être capables de regarder avec ton œil, en tout cas, en tant qu'artiste, et puis Oui, puis les détails. Enfin, j'ai aussi des pièces qui poussent à regarder dans les détails. Je fais du bijou, sculpture, bijou contemporain. Et il y a des pièces où je suis allée j'ai pris des pierres d'agate que j'ai creusées jusqu'à atteindre la phase où ça perce. Ouais. Et en fait, c'est une pièce que je vais activer aussi. J'appelle ça des outils paysages. Et je joue avec dans les paysages. Je prends des photos à travers pour venir cibler des détails. Et donc, ça parle aussi, oui, de mon regard, mais pour moi, l'important aussi dans mon rapport au paysage, c'est de regarder les petits détails. Enfin, il y a quelque chose de très... Des petits indices, ou même en gardant avec des bergers cet été, c'est ça aussi, on apprend, son œil se fait en fait, on apprend à lire le terrain, mais dans tout boulot qui est sur le terrain, quoi. Parce que la géologie, on peut le reconnaître, quand une montagne a changé de place, sous de forme, on se questionne un petit peu, c'est peut-être pas le même endroit, alors que finalement si, ça va faire curieux. Ouais. Alors nous arrivons à la fin de cette interview. Où peut-on rencontrer les œuvres de Marie ? On peut peut-être le répéter, Suzanne ? Oui, bien sûr. Donc à la Maison Roche, la mystérieuse Maison Roche, et Place du Tricot. J'aimerais finir en vous citant, Marie, sur votre site qui est très sympa. C'est une expédition poétique sur les traces de l'impermanence de la nature et de l'homme. Très joli. Merci Marie. Merci. Merci Marie. À tout de suite, nous. C'est KTB Radio. De retour pour la 22e édition des Arts Actuels de Sarre-les-Arts. On continue la découverte de nos artistes. On va reprendre une artiste que vous avez pu écouter hier en binôme, voilà, dans un autre terme, je sais plus ce que c'est. Bref, ça va revenir. On est fatigué, hein, donc on ne juge personne. On a bu de l'eau hier et donc ça va me revenir. Bref, on revient avec Lafaille Marie, donc sur son travail de sculpture. Donc c'est une artiste en résidence, hein, pour rappel. Donc elle avait un exercice à rendre, on va dire, pour sur un an avec l'association de Sarre-les-Arts. Donc sur le travail de la pierre. Est-ce qu'on peut reparler de ça ? Parce que le sujet est forcément passionnant. Et on avait le temps limité avec la RCF hier pour les besoins du direct. Nous là on a un peu carte blanche. Revenons sur ça. Et reprenons du début. Tu es né le... Du coup... On avait survolé un peu le projet de ton travail en résidence. Est-ce qu'on peut revenir sur ça, l'idée de... Ouais. Il y avait l'idée de temps, surtout. C'était surtout ça qui était intéressant à analyser, parce que du coup, c'est un jeu de patience pour arriver à créer une œuvre de pierre, finalement. Mm-hmm. Donc, la restitution qu'on a pu faire, avant de lui laisser la parole, on va aussi reparler de cette œuvre, parce que du coup, hier, le RCF, on n'avait pas encore la restitution, là, on a pu la voir, et ce serait bien, Fille, qu'on fasse un petit tour sur ça. Mais revenons sur ton travail. En quoi il consistait pour cette résidence ? Alors, c'est une résidence qui a duré 2 semaines. J'ai donc visité le village de Serres en amont. J'ai été marquée dans ce village par les filets anti-éboulis qui surplombent ce village et qui le séparent de la face rocheuse, en fait, qui est en surplomb. Et il y a quelque chose qui m'avait frappée aussi, c'est qu'il y a un chemin qui mène au tombeau du Juif et on navigue entre ces filets anti-éboulis. Enfin, physiquement, on est vraiment très très proches. Et moi, je travaille beaucoup sur la montagne qui Alors, ces filets, bouge, justement. T'appelles ça comment ? Anti-éboulis. Ah oui, les fameux filets anti-éboulis. Les filets, en acier. Les gros machins du Jurassic Park. Voilà, qui entourent en fait quand même assez fortement le village, quoi, et qui le protègent. Clairement. Ouais. Et ils sont en effet construits sur l'ancienne ligne des remparts de la citadelle qu'il y avait avant. Pour l'histoire, parce que le tombeau des Juifs est un mystère qui a longtemps intrigué, parce qu'il est assez loin en fait sur le sentier, on appelle le sentier de la Crête. Donc on imagine bien qu'un cimetière devait se situer là-bas, donc sous-entendant forcément toute une architecture humaine qui a littéralement disparu, à part quelques pierres qu'on peut encore retrouver.
Ouais, c'est pas mal. Donc j'avais été marquée physiquement par ça et aussi par les fontaines en fait qui sont dépourvues d'eau. Et donc j'ai voulu proposer un projet qui aborde le phénomène de sécheresse qui nous touche de plus en plus d'année en année avec le réchauffement climatique et proposer des fragments de pierre en créant une installation comme des fragments de pierre qui sont en train de chuter avec cette idée du filet anti-bouli en fait qui encercle le village et qui permet de les retenir. Et pour parler de ce phénomène de sécheresse, j'aborde qui va intrinsèquement qui impacte également l'agriculture. J'ai voulu, à l'atelier, j'ai commencé à tailler dans la pierre des formes d'épis de blé. Et donc il y a en fait cette idée de départ et le travail il se construit aussi en faisant. Donc au moment où je taille la pierre, comme tu as dit, c'est un processus qui prend vraiment du temps. Donc c'est une type 2 de semaines, particulier ou pas? C'était un peu. C'était quand même un peu short. J'ai taillé beaucoup. C'était un peu la pression. J'avais un peu mal au bras parce que je pouvais pas faire beaucoup de pauses. mais oui. Et du coup, oui, tu disais. T'avais une technique. Deux questions qui sous-entendent la première. Quelle technique t'as employée pour les sculpter et quel type de roche, si tu la connais, parce que je sais que t'as fait. On en parlait hier. Du coup, t'as un peu de connaissances en géologie. Alors j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai parce que je vais en chercher un peu auprès de personnes qui eux en ont. Mais c'est un peu de manière éparse, mais c'est vrai que ça m'a toujours intéressée et j'aimerais bien peut-être à un moment donné être un peu plus formée à ça. Du coup, une troisième question qui en sous-tend, on est sur du rocher, du caillou, aussi vulgairement, mais est-ce que tu travailles de la pierre précieuse, du gemme? Est-ce que c'est un projet qui... Alors moi j'ai fait de la bijouterie avant, donc j'ai forcément eu dans les mains, j'étais bijoutière joyeuse. Voilà, un petit peu des diamants, un petit peu des choses, des émeraudes, des opales. Vous le voyez pas, mais elle est couverte des bijoux, c'est indécent. Je pense en avoir moins que toi d'ailleurs. Oui, mais non, t'en as un autre ici. Oui, c'est pas faux. Et donc... oui, j'ai travaillé avec des pierres précieuses, mais plus, en fait, je faisais les supports métalliques qui accueillaient les pierres quand j'étais bijoutière. Mais depuis que je suis allée aussi en Finlande, quand j'étais aux Beaux-Arts de Limoges, j'ai fait un échange Erasmus en Finlande, où je suis allée vraiment là-bas pour tailler de la pierre. Donc là, ils avaient tout un atelier avec des machines, des grosses machines avec des outils diamantés, où on lubrifie à l'eau et où on peut faire vraiment des grosses pièces. Donc là, il y a quand même un rapport physique aussi fort. Mais pour la joaillerie, du coup, toujours. Non, là, c'était vraiment plus pour de la sculpture. Pour le coup. D'accord, ok, d'accord. Et donc là, j'ai pu travailler aussi avec de la pierre, par exemple de l'agate. Dans l'exposition que je montre à Serres, il y a 2 pièces qui sont faites avec de l'agate et que j'ai mis en forme et que j'ai creusé au moment où j'étais en Finlande. Mais c'est vrai que actuellement, je travaille quand même beaucoup plus avec des matériaux que je ramasse. Je parlais hier du fait que je marche beaucoup, que j'ai un travail qui est quand même assez, très ancré dans les territoires que je parcours et dans lesquels je me mets au travail. Particulièrement ruraux, du coup, les territoires. Oui. J'ai fait l'été dernier, j'ai fait une résidence artistique à Angoulême. Et c'était la première fois pour moi que je faisais une résidence plutôt dans un endroit urbain parce qu'on était rattaché à un quartier bien particulier pour cette résidence. Et donc c'était vraiment vraiment autre chose et ça posait d'autres questions, mais c'était très intéressant aussi. Et en même temps, j'avais travaillé autour de la Charente parce que dans ce quartier, on n'était pas loin de ce fleuve Charente, et donc j'ai travaillé aussi beaucoup. Quand même, j'avais quand même besoin de trouver un élément naturel qui était autour auquel me rattacher. Mais oui, toujours des territoires quand même ruraux, où la nature est assez présente. Et donc, oui, je fais beaucoup avec des choses que je ramasse. Et là, les pierres, notamment de l'installation, pour en revenir à ça, c'est des pierres que j'ai ramassées dans le département. La plupart, en fait, puisque je viens repercer et je veux jouer avec la lumière qui vient traverser ces pierres-là,
il faut que je trouve des pierres qui soient vraiment fines, un peu enfeuillées, et en même temps des pierres qui soient assez dures. Ouais, pour rester dans le temps. Et puis, pour rester dans le temps. Ouais. Et puis en fait, j'aime bien jouer avec la fragilité. Ouais. Donc c'est vrai qu'en les reperçant, je viens aussi les fragiliser. Ouais, c'est ça, ouais. Et il ne faut pas que j'aille jusqu'à... Enfin, il faut que ça tienne dans le temps aussi pour cette œuvre et pas qu'elle se casse. Et par contre, sur mon lieu d'exposition, j'ai des pierres aussi que j'ai ramassées dans le département dans lesquelles j'ai travaillé. Mais là, j'ai fait un travail beaucoup plus fin. Et d'ailleurs, c'est très très drôle parce que la plupart des personnes qui passent ou même qui ont vu ces pièces-là avant appellent ça des dentelles de pierre. Donc maintenant, j'appelle ça réellement des dentelles de pierre. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai une minutie dans le travail qui est telle que ça leur évoque de la dentelle dans de la pierre. Et donc, visuellement, voilà, il y a une tension aussi qui se fait parce que c'est un matériau très dur et en même temps je viens en faire de la dentelle que je fragilise et en même temps la forme tient. Enfin, il y a quelque chose, un peu une tension comme ça qui est présente. Et donc pour l'œuvre Faucillant la mémoire qui est installée maintenant sur le Sentier d'Art, c'est des pierres que j'ai ramassées dans le lit du lac de Serponçon quand en fait le lac est plus bas. C'est un gisement, alors ça il faut que je me renseigne mieux, mais j'ai parlé avec quelqu'un qui fait de la géologie et il m'a dit que le gisement je peux en trouver apparemment aux alentours d'Embrun, donc voilà, j'ai un petite aventure montée rocheuse là, ça voilà, à aller faire là-bas. Mais c'est vrai que c'est une pierre où à l'intérieur il y a de la calcite, donc parce que des personnes me disent vous avez taillé de la marne, mais non, la pierre de marne elle s'effrite beaucoup assez facilement, très rapidement. Et là donc c'est une pierre où à l'intérieur quand même la calcite donne une certaine dureté et où je peux arriver à faire ce fameux travail de dentelle de pierre. Le procédé du coup pour ta dentelle, comment du maillet, là je travaille vraiment avec des outils électrique du coup et c'est avec une Dremel et des outils diamantés et je viens travailler dans de l'eau. Okay. Et je disais aux enfants vendredi, on a eu pas mal de scolaires. Du coup, ça ressemble vraiment aux outils qu'utilise le dentiste. Oui, c'est les petites, comment on appelle ça, les petites foreuses. Les petites meules comme ça. Du coup, qui font un bruit terrible dedans. Et qui me font mal aux dents. Ça fait mal aux dents. Du coup, je travaille constamment avec un casque et puis des podcasts. Avec un dentier. D'ailleurs, je porte des dents maintenant en or, évidemment, parce que je suis. On sait tous qu'elle a des dents en or, ne le dis pas. Elle les a fait directement. On sait tous que les artistes ont de l'or dans les dents placé, voilà. Les caries en or, toujours. Donc, t'as développé une méthode, t'as développé toute une technique pour... Oui, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment quelque chose... Enfin, j'ai des apports techniques, en fait, par ma formation en bijouterie, par aussi le moment où je suis allée tailler de la pierre en Finlande, etc. Mais après, c'est comment, selon ce qu'on a envie de faire ou ce qui vient aussi en tant qu'artiste, comment on exploite ces techniques-là, comment on en développe d'autres. Et donc là, oui, c'est plus en étant à l'atelier, en essayant des choses. Il y a eu plein de casses au milieu. Oui. Enfin voilà, là on voit des pièces, mais en fait on voit pas tout le travail expérimental et tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Et donc oui, c'est une technique que j'ai développée. Mais je suis beaucoup dans la matière, donc en fait j'aime aller chercher aussi ressources techniques, apprendre constamment des nouvelles techniques. Là, dernièrement, j'ai fait de la teinture végétale pour des pièces aussi qui sont à l'exposition avec des textes poétiques que j'ai écrits en montagne et qui font écho aux pièces de pierre ou aux pièces céramiques, porcelaine qui sont présentées. Et donc voilà, c'est aussi ce temps-là d'aller chercher l'information, dans des livres, sur Internet, etc. Mais aussi d'aller... j'aime beaucoup aller rencontrer les personnes qui ont la ressource et créer... discussion, dialogue, questions, réponses, c'est bien. transmission en fait. Un aspect de transmission, j'aime beaucoup ça. Entre ton savoir, ta technique et puis celle que tu peux... Et notamment, moi j'ai la technique du travail du métal, mais pour plutôt de la brasure, un travail de bijouterie de base, donc des choses très très fines. Et là, c'est la première fois que je fais une œuvre pour l'extérieur, donc ça pose d'autres questions. Il faut aussi que ça tienne dans le temps. Et il faut qu'il y ait une certaine robustesse aussi. Et donc là, je voulais
je voulais en fait faire j'avais besoin de faire de la soudure à l'arc, mais j'avais pas cette technique-là. Et du coup, j'ai contacté des personnes qui l'ont. Pratiquent au matériel, qui ont tout ça. Ouais. Voilà. Et qui, en fait, aussi étaient d'accord pour prendre un temps pour me montrer, me transmettre, me prêter leur matériel pour que j'essaye derrière. Et voilà. Moi... Alors, on va revenir, on va en parler, parce que du coup, comment arriver... et ça, j'aime bien l'exercice parce que donc j'ai assisté à... Je m'entends, oui c'est bien, parce que je sais pas pourquoi j'étais... Voilà, je suis là. On a assisté donc à la restitution, et il est très difficile de verbaliser comme ça une œuvre. En plus, voilà, elle est singulière, on est place de Tricot, serre et monté et construit sur un énorme rocher, d'ailleurs, voilà. Avec le petit nom mignon de Pignolette, tout en haut, voilà. Alors on l'appelle plus comme ça, mais c'est le chemin qui mène à Sigottier par la montagne. Et donc place du Tricot, l'un des petits plateaux qui se trouve avant d'arriver sur la chapelle du XVIIe, il y a un petit parc avec un bout de rocher justement qui dépasse. Et ce rocher naturel sert de support à ton travail. Du coup, comment on peut là verbaliser pour que les auditeurs arrivent à défaut de venir la voir, évidemment, venez place du Tricot découvrir l'œuvre et sera là en permanence, parce que moi j'ai un souvenir assez fixe. En plus il y avait tout un jeu de perception à avoir entre la pluie qui va jouer sur ça, avec la lumière, si tu en parlais. La lumière aussi. Oui. Mais comment on pourrait le dire? T'as planté... t'as soudé ou planté? Non, ça t'es planté et soudé. Non, t'as soudé tes sculptures sur donc un bout de métal qui est planté dans le rocher, c'est ça? Alors j'ai d'abord taillé toutes mes pierres. J'ai réalisé les parties métalliques de soudure. Il fait sérieux quand même. Qui donc aussi peuvent être comme des petits sertis. Enfin, on voit aussi le côté bijoutier, je pense, dans ce travail. Il y a des petites touches. Et donc après, une fois que j'avais toutes ces baguettes avec toutes ces pierres sculptées au bout, je suis venue. Alors ça, c'était très compliqué pour moi. Intervenir sur un élément naturel présent. Percer. Il fallait percer un rocher. Ça, c'était une émotion, quoi. Vraiment très forte. En plus, je travaille quand même sur ça, sur l'impact qu'on peut avoir sur les territoires, etc. Et là, oui, c'était venir implanter quelque chose. Ouais. C'est une belle expérience, du coup. Ouais. Et puis ça pose des questions aussi, moi, en tant qu'artiste. Et puis en plus, tu touches, du coup, là, à tes principaux... centre d'études sur le rocher, tu le touches, tu le manipules sans particulièrement avoir à le percer en dehors de la joaillerie. Puis c'est des petits formats. Là, c'est un monstre, quoi. Oui, et puis c'est quand même quelque chose qui reste en fait. Enfin, je veux dire, c'est une pierre qu'on ne déplace pas, qui est sur la place, etc. Et donc, oui, j'ai percé et après j'ai fait un scellement chimique. Donc moi, je travaille vraiment avec des matériaux naturels. Je déteste un peu tous ces matériaux, l'époxy, le machin, la résine. Mais là, voilà, nécessairement, c'est un peu une obligation d'aller vers ces matériaux pour que ce soit pérenne. Et du coup, donc ce sont des fragments de pierre que j'ai joué à la fois avec l'espace en pensant à comment on va circuler autour. Il y a aussi un escalier qui descend, donc il peut y avoir une vision par-dessus, les personnes qui descendent de la chapelle. Il y a une vision quand on tourne autour. Il y a des fragments que j'ai mis qui sont orientés d'un côté de l'autre. Il y en a qui se répondent aussi. J'ai pensé une construction, ces épis, parfois il y a qu'un petit morceau d'épi sur un fragment, parfois il y a ils sont tous percés continuité. Ou pas non. Attends, c'est la gravure dessus. Il y en a qui ne sont même pas touchés du tout. D'accord, oui, ils sont en fait, j'ai fait une composition. Au début, je pensais tous les percer. Et finalement, là, c'est pareil, en travaillant, certaines pierres étaient vraiment très, très... elles-mêmes sculptées, quoi, tellement sculptées par la nature. Je t'ai posé la question. Il n'y avait pas une qui avait peut-être un fossile, non? Non, alors pas de fossiles, mais par contre elles sont... il faut venir voir, mais ça crée vraiment comme des... Enfin, moi je trouve que certaines sont comme des tissus de corps un peu, comme des... Il y a quelque chose de végétal ou de vivant, comme s'il y avait aussi du vivant figé à l'intérieur, même si c'est pas des fossiles. Et du coup j'ai fait le choix que
moi, les pierres que je sculptais dialoguent aussi avec des pierres que la nature a sculptées, qui est un petit peu ce jeu. Et j'ai vraiment travaillé avec comment on va tourner autour, quel point de vue on peut avoir. Et donc il y a des pierres qui, des fois, selon le point de vue, font une forme qui se continue en fait. Une espèce d'anamorphose, je crois qu'on peut dire ça. Et après, ce que j'apprécie, ce qui était l'idée, mais du coup là le soleil joue vraiment avec cette pièce. Le matin, le soleil transperce les pierres percées que j'ai faites par l'arrière. Donc après, avec qui tourne. Arrivé midi, le soleil est plutôt. Enfin, c'est la période un peu la moins intéressante, je pense, pour aller voir la pièce entre midi et 2. Mais par contre, dans l'après-midi, le soleil passe derrière un arbre et en fait, à ce moment-là, ça fait juste quelques fragments éclairés, puis ça bouge très très vite. Et donc, il y a une espèce de. C'est comme si la pièce était en train de vivre. Et d'ailleurs, il y a Et avec méditation, parce que du coup, il faut rester présent pour bien observer le mouvement. Et il y a un villageois qui m'a fait un retour, ça m'a fait très plaisir. Donc c'est quelqu'un, il s'appelle Jean-Christophe, il promène plusieurs fois par jour son chien. Et il m'a dit je suis passé ce matin, mais c'est fou, je suis passé cet après-midi, c'était complètement autrement. C'est chouette, il y a déjà une trace orale sur ce travail. C'est chouette. Et puis un retour de ceux qui y habitent aussi. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Les œuvres qui habitent le village permanent, que les gens découvrent tous les ans. Que ce soit aussi apprécié ou qui est, voilà. Étonnement, bon, après, il y a toujours des gens qui forcément. partie des petits villages. Mais en tous les cas, qui apprécient et qui résonnent avec, et qui trouvent ça intéressant, ou je trouve ça vraiment chouette, quoi. Merci beaucoup. Merci. N'oublions pas, on peut donc découvrir l'œuvre qui a donc été mise le vernissage a donc fait vendredi à Place du Tricot. Donc c'est une œuvre que vous pouvez voir en permanence. Elle fait maintenant partie intégrale du décor serrois. Et tu as aussi donc c'est la Maison Roche, c'est ça? À la Maison Roche avec Charlotte Alves. Pour donc là des expositions d'œuvres un peu plus minimalistes, c'est ça du coup? D'œuvres un peu d'œuvres assez différentes. J'utilise différents matériaux, mais il y a une résonance toujours avec la trame de mon travail et donc je vous invite à venir voir, même vous. Je sais pas si vous aurez le temps avec la radio, mais on a très eu peu de temps. Très peu de temps. Mais on va voir. C'est grâce à vous en fait qu'on fait Saint-Lézard. Vraiment. Nous, on dit si je l'ai vu, on l'a vu là. Mais sur la journée d'hier, c'était assez drôle parce que du coup, les personnes qui venaient à l'exposition, il y en a plein qui ont dit mais ça fait penser vraiment à l'œuvre qui est en haut. C'est génial, c'est trop bien. Il y avait un espèce de clin d'œil. C'était chouette. C'est pas moi, non. Je ne connais pas cette personne. D'ailleurs, j'ai appelé la police. Merci beaucoup. Merci. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.